C'est On tout voit bon. ton écran. Alors, bonjour, je m'appelle Idrissia. Donc, vous voyez sur la photo la fine équipe de chez Visit Greenland. Donc, nous sommes 12, 11 employés et une étudiante qui travaillons au développement du tourisme pour le Groenland. Alors moi, mon travail chez Visit Greenland, je suis responsable du développement touristique et de toute la partie marketing et relations internationales. Je suis française, d'origine marocaine. Alors oui, une Marocaine française au Groenland. J'ai passé 10 ans au Groenland et ces 4 dernières années, en fait, j'habite au Danemark. Je travaille avec ma position chez Visit Greenland. Je fais partie de NATA. Alors NATA, c'est l'association de tourisme de l'Atlantique Nord qui représente le Groenland, l'Islande et les îles Féroé. Cette association existe depuis environ 35 ans et elle a pour but de favoriser les échanges et la coopération de ces 3 pays. Je siège aussi pour le Groenland dans le groupe de travail pour la coopération touristique dans les pays nordiques. Et pour mon éducation ou les diplômes que j'ai entre autres un master en ingénierie du développement durable avec une spécialisation dans l'Arctique forcément, puisque je suis une passionnée de l'Arctique et du Groenland. Et comment j'ai atterri au Groenland? En fait, j'y suis allée pour une petite semaine de vacances et ma semaine de vacances ne s'est pas terminée puisque je suis toujours dans le tourisme et le Groenland et ça fait presque 14 ans maintenant. Donc ça, c'était la petite intro. Quand j'ai parlé avec l'équipe de Together et regardé quel thème aborder pour aujourd'hui et pour cette présentation, je pensais en fait vous faire un petit résumé de la situation des pays nordiques. Si je réussis à changer Voilà, on va y arriver. Faire un tout petit tour d'horizon de la situation dans les pays du Nord. Puisque je siège au groupe de travail pour le développement touristique des pays du Nord et que j'ai un accès assez privilégié de travailler sur le Groenland et les pays du Nord, je voulais simplement présenter donc au marché français et à tout le monde quelle était la situation en ces temps de pandémie dans les différents pays du Nord, mais aussi, bien sûr, avec un accès plus détaillé sur le Groenland. Alors, dans cette présentation, dans cette première partie de la présentation, on va voir en fait quelles ont été les stratégies adoptées par les pays nordiques. On va voir quelques exemples. On passe du long courrier à l'hyper-régionalisme. On a un intérêt accru sur toute la partie digitalisation, un changement de ton dans la communication qui est basé plus sur la valeur, ajouter la valeur humaine, ajoutée à la partie voyage, qui n'est plus une nécessité, mais qui est devenu, surtout en cette période de pandémie, un certain luxe qui est moins accessible. Et regarder un petit peu quel est le futur du voyage ou du tourisme pour les pays du Nord. Et je pense que c'est valable pour d'autres pays aussi. On sera plutôt sur un voyage transformatif, un voyage qui a du sens, non seulement pour soi en tant qu'individuel, mais aussi pour la planète, pour la société, pour l'environnement dans lequel on évolue. Alors, on va passer dans cette introduction. Vous savez très certainement, les pays du Nord donc, se composent du Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, les îles Féroé, de l'Islande, du Groenland, et puis les petites îles Hollande. Mais c'est principalement les 7 plus grands pays sur lesquels je vais baser cette présentation. Donc, ces pays-là ont une stratégie assez similaire, sauf pour l'exception suédoise. Contrairement aux autres pays du Nord, la Suède a choisi de faire face à la pandémie en gardant son pays ouvert, en ne coupant pas
ces connexions aériennes et en ne s'isolant pas, ce qui n'est pas le cas des autres pays nordiques qui ont très très vite décidé de tout fermer, recommander aux gens de travailler de chez eux, de bannir le voyage qui n'est pas essentiel et le tourisme n'étant pas considéré essentiel, donc plus de touristes dans aucun des pays nordiques, mais la Suède, eux, ont décidé d'adopter une stratégie à l'opposé en restant ouverts. Est-ce que cette stratégie-là, je ne parle pas des conséquences sanitaires, est-ce que ça marche, ça ne marche pas, quelle est la meilleure stratégie? Pas du tout, je vous présente juste l'aspect touristique. Donc, cette stratégie qui devait leur permettre de continuer à accueillir des visiteurs n'a pas forcément marché, puisque même si eux étaient ouverts, le reste du monde était fermé. Il n'y avait personne pour voyager et ils ont subi les mêmes conséquences que d'autres pays comme le Groenland ou la Norvège, l'Islande, le Danemark, etc. Alors l'Islande que je viens de mentionner a adopté une stratégie un petit peu différente. Ils étaient ouverts, puis ils ont décidé de fermer. Donc c'est pour ça que je ne parlais ici que de l'exception suédoise. On passe aux îles Féroé. Pour les îles Féroé, comme le reste du monde, plus de touristes, juste au début du mois de mi-mars, plus de touristes et ils ont fait face à la même question. Comment rester encore dans l'esprit des voyageurs? Comment attirer l'attention des voyageurs quand on ne peut pas leur permettre l'accès à la destination? Ils ont suivi la stratégie de l'hyper-digitalisation pour leur destination, ce qui veut dire en fait qu'ils ont décidé d'offrir des expériences touristiques des îles Féroé, mais d'une façon digitale. Ils ont permis aux gens chez eux, de leur canapé, de contrôler ce qui se passait aux îles Féroé, que ce soit pendant une randonnée à pied ou à cheval, un tour en bateau. Les gens pouvaient décider pendant un temps donné si la personne regardait à droite, à gauche, avançait, sautait, etc. Cette stratégie n'a pas forcément pour but d'attirer du monde aux îles Féroé, mais voulait permettre aux îles Féroé de rester dans la tête des gens. Et quand les gens étaient prêts à voyager, ils vont penser très certainement aux îles Féroé et choisir les îles Féroé comme destination. Ça, c'était une stratégie qui a payé sur le plan de presse, et puisqu'on a énormément parlé des îles Féroé, qui ont toujours des campagnes de marketing assez innovantes et assez différentes, mais l'impact que ça a réellement eu sur le tourisme pour les opérateurs locaux, ça reste à déterminer, et je pense qu'on aura plus d'informations l'année prochaine quand tout le monde regardera dans le miroir pour savoir comment les choses se sont passées. On va passer au cas de... Non, pardon. Je ne sais pas pourquoi mon écran... Voilà. My name is Guri Højgaard and I'm the director at Visit Faroe Islands. A few weeks ago, we had to ask tourists to not visit our 18 small islands because of the coronavirus. This was a difficult but necessary decision. Thank you all for understanding. Now that we don't have any tourists in the Faroe Islands... Pardon. Oui, Dricia, il y a un petit bug, on avait le son, mais on n'avait pas la vidéo. C'est parce que la vidéo était sur une autre image, mais on revient. En fait, ce que vous avez entendu très rapidement, c'est la directrice de Visit Faroe Island. Mis à part la partie digitalisation du tourisme, la difficulté pour les îles Féroé est d'être reconnus sur la carte du monde. Ils sont assez souvent oubliés, vu leur taille, mais aussi faisant partie du royaume du Danemark, quand la première ministre danoise a annoncé les règles qui allaient contrôler l'accès au royaume du Danemark, elle avait oublié de mentionner les îles Féroé. Les îles Féroé ont décidé tout de suite de monter une campagne publicitaire
pour justement expliquer les îles Féroé existent, on est là et on est peut-être aussi, on ne peut pas accueillir de touristes, mais on est prêt à vous accueillir les bras ouverts, donc ne nous oubliez pas. C'était plutôt l'angle de cette campagne. Elle était plutôt ciblée sur le marché danois. Donc, est-ce que ça va marcher, ma transition, là? Ça a marché. On passe donc à l'Islande. Leur stratégie en Islande, les Islandais, comme la plupart des pays du Nord, ont eu accès à des aides très avantageuses de leur gouvernement. Par exemple, pour l'Islande, le gouvernement a mis à disposition de Visit Iceland, Promote Iceland, 150 millions de couronnes danoises. Alors, je ne connais pas la conversion en euros là de tête, mais un budget assez conséquent qui était divisé en deux. 70 millions de couronnes danoises pour le marketing du tourisme à destination des Islandais eux-mêmes, pour les encourager à voyager en Islande et à utiliser les opérateurs locaux, et 70 millions de couronnes étaient destinés en fait à marketer ou à faire la promotion de l'Islande sur d'autres marchés, surtout sur le marché nordique. Et l'une des premières choses qui est sortie de cette enveloppe budgétaire marketing, ce sont 2 campagnes vidéo pour justement essayer de positionner l'Islande dans toute cette situation Covid-19 et pandémie. L'Islande n'était pas dans une première partie isolée, tout comme la Suède. Ils ont gardé leur connexion aérienne là où c'était possible, mais comme la plupart des pays étaient en isolement et personne ne voyageait vers l'Islande. Le gouvernement je me souviens, il nous avait annoncé, le gouvernement payait un avion par semaine pour faire la connexion avec l'Angleterre, par exemple. Même si cet avion était vide, le gouvernement voulait garder cette connexion et essayer d'aider Icelandair du mieux possible. Pour en revenir à la partie marketing et visibilité de la destination pendant la pandémie, ils sont venus avec 2 vidéos, deux différentes approches. Une qui était axée sur la connexion humaine. On sait où vous en êtes, on est tous dans la même situation, on est tous frustrés, on a envie de crier. Allez-y, criez, la possibilité de crier, d'enregistrer son cri et de l'envoyer pour que le cri soit utilisé en Islande. L'autre part, c'était vous avez besoin de l'Islande. Et cet angle-là ciblait en fait toute la question de l'espace, qu'en Islande, vous avez cette vaste nature, une petite population. Et c'était cet angle-là, en fait, qui a été aussi repris et utilisé par exemple, la Finlande et la Norvège dans leur stratégie marketing pour justement mettre l'accès sur les populations nordiques qui sont peu nombreuses, et qui offre cet espace et cette nature où on a la possibilité de ne pas être dans des foules et de prendre les précautions nécessaires par rapport au Covid-19. Une des stratégies, et je ne sais pas pourquoi cette fois-ci mon écran ne marche pas une fois de plus. Enough waking up to more bad news. Enough not making new friends or making it to the gym. Non, elle ne marche plus. Bon, on avait pourtant essayé juste avant, tout marchait très bien, je ne sais pas pourquoi. C'est pas sur ta présentation, elle s'est pas déclenchée, en fait, c'est pas la bonne vidéo qui se déclenche? Non, c'est pas la bonne vidéo qui se déclenche à chaque fois. Bon, je suis désolée pour les problèmes techniques. On avait pourtant essayé juste avant et tout marchait bien. Je reprends. Donc, une chose que tous les pays nordiques ont en commun et qui est très important dans les discussions que nous avons en ce moment au siège pour le développement touristique, c'est toute la partie développement responsable, développement durable. Et on est passé de la stratégie des marchés long courriers
sur lequel tous les pays du Nord en 2019 et avant étaient d'accord. Des fonds ont été mis à disposition pour justement cibler les États-Unis, la Chine et l'Inde. Là, tous les projets ont été arrêtés et on est passé d'un programme centré sur ces longs courriers à un programme plus régional qui va se centrer sur les pays nordiques eux-mêmes et leurs voisins. Et tout ça va être ancré dans la partie développement durable, développement responsable. Quand on regarde maintenant les plans qui ont été mis en place et les projets de fonds pour le tourisme, pour aider le tourisme pendant la pandémie et après, tous les fonds ont comme critère, il doit y avoir une composante assez importante qui couvre le développement responsable et durable quand on regarde le tourisme. Alors, on a un gros souci quand on regarde le tourisme vis-à-vis des pays nordiques, surtout quand on regarde le tourisme vers les îles comme le Groenland ou les îles Féroé ou l'Islande. Nous n'avons pas d'alternative à l'avion. Il n'existe pas d'alternative. Donc, toute la partie qui est liée au flight shaming, qui a été très populaire juste avant la pandémie et qui est toujours d'actualité, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas faire face à cette problématique puisque nous n'avons pas de solution. Alors, à la place, nous nous sommes mis d'accord avec les autres pays nordiques de se concentrer sur les autres éléments du tourisme, sur toute la chaîne de production, sur l'aspect développement responsable et durable des produits chez les locaux et dans les pays. Donc ça, c'est une des choses assez importantes. Maintenant, je vais vous parler rapidement du cas du Groenland. Alors, quelle était la situation pré-Covid-19 au Groenland? Comment la crise mondiale a été perçue et vécue? Comment a réagi le Groenland? Les nouvelles stratégies et où va le tourisme au Groenland? Donc, avant de regarder tout ça, je voulais juste vous faire un petit récapitulatif de ce que fait Visit Greenland et pourquoi c'est important. Comme je l'annonçais un petit peu plus tôt, nous sommes une toute petite équipe. Nous sommes une agence gouvernementale à but non lucratif et nos 5 domaines de responsabilité sont liés au développement de marché, à rendre notre destination plus visible, à aider à toute la partie accessibilité avec les aéroports, Internet et l'infrastructure par exemple, toute la partie saisonnalité et comment faire face à cette saisonnalité, mais aussi à toute la partie statistique et documentation, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas avoir une stratégie de développement touristique avant ou après la partie pandémie Covid-19, ça ne change rien. Nous avons besoin d'ancrer nos stratégies de développement et de travail du tourisme au Groenland sur des données statistiques assez solides. Et jusqu'en 2014, il n'y avait pas de données statistiques liées au tourisme pour les années d'avant. Donc, depuis 2014, nous avons systématiquement investi dans le développement de données, dans la collecte de données pour justement avoir une stratégie assez centrée et qui se base sur les statistiques. Donc, la situation avant Covid-19, on avait environ 58 000 visiteurs qui venaient avec l'aérien et 46 000 visiteurs qui venaient par les croisières. Ce sont les nombres de 2019. Nous étions assez fiers d'avoir dépassé la barre des 100 000 visiteurs par an au Groenland. Et nos visiteurs venaient, comme vous voyez sur la carte, le Danemark, l'Allemagne, les USA, la France, qui est en 4e position, l'Angleterre, le Canada, etc. Donc, nous avions pendant plusieurs années concentré nos efforts marketing et nos efforts vis-à-vis de l'industrie touristique dans ces pays-là, que nous appelons les pays prioritaires, et on voyait finalement les chiffres monter peu à peu. Alors, 100 000 voyageurs par an n'est peut-être pas énorme sur le plan global, mais quand on a une petite population de 56 000 personnes, nous étions assez fiers
de ces nombres et on pensait qu'on allait stagner, augmenter petit à petit. Nous ne voulons pas un développement rapide du tourisme au Groenland, nous voulons un développement raisonné et concentré. Malheureusement, donc ce développement-là, il s'ancre dans une stratégie liée au bien-être du Groenland et nous voulons que nos nombres de visiteurs augmentent, bien sûr, mais que ce nombre n'augmente pas d'une façon à créer des tensions vis-à-vis de la population locale. Donc, nous avons essayé d'ancrer notre stratégie autour du bien-être des locaux. Et en 2019, fin 2019, nous avions préparé cette vidéo que je vais vous laisser regarder, justement pour expliquer quelle était notre stratégie. Greenland, known as an enormous country with a sparse population. Tucked away in its desolate Arctic location, you may be imagining a polar landscape spreading for miles and miles of ice caps, mountain peaks, open waters, and a vast variety of wildlife. This is true, but it is not the whole story. Greenland is very much inhabited by people who have been pioneers for thousands of years, by everyone Greenlandic. From small settlements to urban cities, we live and breathe everything that is Greenland. Our country is so big and has such diverse natural surroundings that we are a valuable contact to have. We would love to talk and connect, and we are someone you'll want to get to know better. The reason for this is that we do not only have great love for our Arctic corner of the world, but we also have great knowledge of it. We know our enormous fjord systems, the ice, the snow, like the back of our hands, even the most wonderful, secluded parts. We know where to spot whales. We know the best places to fill your bottle with fresh water. We will show you how to catch a fish 250 meters below the ice. We will take you to the best view of the Northern Lights. We know our animals, their different personalities, and how to keep them happy. We know how to cross the frozen fjord on dog sled. We've done it for generations, and we love to share it with anyone who comes to visit. We know how to find those moments where you're forced to stop, take a breath, and simply immerse, because we know which experiences are completely and overwhelmingly unique and not to be missed. That is our local knowledge. Donc cette vidéo, en fait, a été faite à la fin de 2019 pour justement ancrer le développement du tourisme au Groenland dans la partie locale et au bénéfice des populations locales. Notre tourisme est très impacté par la saisonnalité. Nous avons une saison d'été qui est très courte et ces dernières années, nous avons essayé de développer la saison hiver, ce qui avait commencé tout juste à marcher quand la pandémie nous est tombée dessus et que nous avons dû revoir toute
toute notre stratégie. Donc, comment a fait face le Groenland face à la crise? Donc, nous sommes très dépendants des ponts aériens, puisqu'il n'y a pas de possibilité d'aller au Groenland directement. Il faut soit passer par le Danemark, soit passer par l'Islande. Et toute l'année, nous avons ce pont aérien qui nous relie au reste du monde. Quand la pandémie a atteint les pays nordiques et que le Groenland a fermé ses portes au reste du monde, ça a mis le Groenland dans une position assez difficile. Juste pour vous montrer à quoi ressemble le Groenland quand c'est superposé par rapport à l'Europe, on a environ 2,1 millions de kilomètres carrés et une population de 56 000 personnes. Nous sommes divisés en plusieurs régions et ces régions-là, pendant la pandémie, quand le gouvernement a décidé de fermer ses portes, chaque région était isolée et chaque ville et village était isolé. Il n'y avait plus de connexion aérienne, même pas régionale. Donc le Groenland, nous, développer le tourisme au Groenland dans ces conditions ou faire face aux conséquences de la pandémie dans ces conditions, il nous a fallu faire face non seulement aux règles de voyage dictées par le Danemark, mais aussi le Groenland. Donc, essayer de balancer ces deux situations pour essayer de conseiller au mieux les voyageurs et les agents qui étaient un petit peu désespérés. Donc, ce que nous avons fait quand nous ne pouvions pas recevoir de touristes, c'est d'essayer de redonner un tourisme à visage humain, de montrer en fait qui est derrière le tourisme au Groenland, qui sont ces locaux et comment le tourisme impacte leur vie, quels sont leurs rêves, leurs espoirs, et essayer de pousser les gens à faire comme ailleurs, à ne pas annuler leur voyage, mais à changer leur réservation. Oui. Je fais une petite intervention, il reste une petite minute. Oui. Si c'est bon pour toi, super. Ça fait, OK. Je vais juste vous montrer donc la dernière vidéo qui résume ce que nous avons fait avec le Covid. Super. What's in a curve? Curves are fluid. They ripple like waves. Curves close themselves and turn into cycles. Or they openly dance along a line, trying to find their way. But the nature of a curve is that it's always moving. 2020 has been the year of the curve, a year where the world has embarked on a steep learning curve, a year where the world has pulled all stops to try to flatten the curve, and a year, despite all the challenges, has prompted an unexpected innovation curve. My name is Julia Pars, and I'm Director of Visit Greenland, our national tourist board. Today, I'm going to zoom into a lesser-known story where a tiny nation of 56,000 people who live on top of the globe watched with unease as a pandemic spread itself out over planet Earth. A story where even though Greenland has only had low cases of COVID-19, we shut down our borders and isolated ourselves just like the rest of the world. Even though 2020 has been a curveball for everyone, today I would like to share how Greenland is anchoring its tourism future in the local curve. Visit Greenland, in collaboration with our regional partners, rallied the locals to travel domestically in a staycation campaign called Nunarput Nuan. I'm proud to say that we pulled off this campaign in-house with no external funds. We highlighted rich options for local experiences, all to the soundtrack of local musicians, who we got to compose a song encouraging people to explore our wonderful Greenland. To our great pleasure, for some local operators who were agile to react, bookings for staycation went off the charts. And the bonus?
In the future, international tourists can also buy products that have been tried and tested by the most critical audience, the locals. The need to boost domestic tourism led to a rise in the innovation curve. Some products given the thumbs up by the locals include stand-up paddling among the icebergs, hiking to basalt columns, black beaches and in the backcountry, spotting wildlife while experiencing life at the edge of the world, getting hosted in sheep farms and by fishing hotspots, and breathing in the fresh air, all alone in the endlessly dramatic, undulating nature, in the steep peaks of the east, the softer rolling hills where sheep graze in the south, and the jagged edges of the Greenland ice sheet. No doubt, Greenland has some inviting curves for you to explore. The government of Greenland, together with the national health authorities, have set a strict testing framework to ensure that Greenland can stay COVID-free. There is policy in place regarding social distancing, mask use, and protecting the vulnerable places and local people. International travel trends are changing, and all signs show that it's the adventurous souls who are looking to travel first, in smaller groups and to non-crowded destinations. Greenland has never been a destination with mass tourism, and these trends fit our framework of how we do tourism best in our tiny communities and towns. Our preferred tour group size is 10, and we have plenty of unique products and incredible amounts of space to share. So, is 2020 the year of the curve? Yes, it is. It has been a steep year of learning, but it has also been a year of new ideas and creative solutions. And now we know how to crush it. When the world throws a curveball, we do it together with the locals at the hip. We look forward to welcoming you to Greenland. C'est tout pour ma présentation. Je vous remercie de m'avoir rejoint pour parler un petit peu du Groenland très vite. Si vous avez des questions, vous avez mes coordonnées sur le site et n'hésitez pas à me contacter. J'espère que nous allons pouvoir discuter ensemble et parler Groenland. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Super, merci beaucoup Idrissia. Et donc du coup, on a un tout petit peu débordé, mais la prochaine conférence est prévenue. Merci beaucoup pour ce voyage dans les pays nordiques. Et du coup, on n'a pas eu effectivement beaucoup de temps pour les questions, mais n'hésitez pas à contacter Idrissia via l'application Swapcard ou si vous n'avez pas trouvé ses coordonnées, vous prenez contact avec nous. Un grand merci pour ce voyage dans les glaces et les pays nordiques. Allez, la suite de la journée. Bonne journée à tous. Au revoir.